C'est parti, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième live de Bubble. Je suis Thomas Mourier, je suis le rédacteur en chef de la partie éditoriale de Bubble et je suis heureux de vous accueillir pour la deuxième semaine. Cette semaine, on va parler d'un album de Sophie Lambda qui s'appelle Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur, qui est édité chez Delcourt. Et donc, comme le live de la semaine dernière, vous aurez la possibilité de poser des questions qui seront transmises à l'autrice. Et comme ça, je pourrais lui donner les questions lors de l'interview vidéo qu'on fera et qu'on vous projettera la semaine prochaine. Donc du coup, ce live va s'organiser en plusieurs parties. Il va y avoir donc une partie de présentation de cet album. On pourra évidemment échanger, poser des questions autour de l'album, du travail de Sophie Lambda. Et en fin de live, il y aura un petit quiz sympa autour des personnages de l'album, personnages pop culture. Et je vous diffuserai donc la vidéo interview de Boulet et Hassen par rapport au live de la semaine dernière où vous avez pu poser des questions. Donc voilà, donc en fin de live, restez là, il y aura les réponses aux questions en interview vidéo. Voilà, pour les vidéos, le temps que vous arrivez, que je puisse voir dans les commentaires si vous êtes là, je peux vous dire que on verra à la fin, les vidéos sont enregistrées. Ça veut dire que vous pouvez les voir, si vous avez loupé le début ou si vous avez loupé celle de la semaine dernière, elles sont disponibles sur la page. Donc je mettrai des liens à la suite de celui-là. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes connectés, si le son marche bien, si vous entendez tout. Et donc c'est parti pour la présentation de l'album. Donc Tant pis pour l'amour. Donc c'est un album de Sophie Lambda. C'est vous qui avez choisi dans les commentaires la semaine dernière l'autrice. Donc vous étiez plusieurs à demander une interview d'elle et un live autour de son album. C'est un album qui a été un des gros succès de la fin d'année 2019. Donc juste avant Noël, c'est un album qui a cartonné à la fois dans les librairies, dans les médias, on l'a vu beaucoup. Sur Bubble aussi, il est très bien noté, il a été pas mal consulté pendant toute la fin d'année et début d'année. Et c'est un livre autobiographique donc de l'autrice qui revient sur une histoire d'amour très compliquée avec un manipulateur et qui décrit un petit peu tout ce qu'elle a vécu avec lui, de la phase montante jusqu'à la phase descendante et après. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre en deux parties, avec une partie donc autobiographique. Salut Aurélien, merci de me dire que tout marche bien, c'est nickel. Bienvenue. Donc c'est donc un livre en deux parties, donc une partie autobiographique où elle raconte son expérience, et il y a une partie documentaire assez intéressante où elle donne des statistiques, des clés, des références d'ouvrages techniques de spécialistes de la question. Elle donne des conseils, etc. Donc on va y revenir un petit peu après. Mais donc c'est un ouvrage intéressant à deux titres. Et aussi c'est un album assez dur dans ce que ça raconte, mais aussi très drôle. Donc on va voir un petit peu tout ça, donc de cette histoire d'amour qui tourne mal. Bonjour à tous, ouais, merci beaucoup de mettre dans les commentaires que vous êtes là, ça m'aide à voir un petit peu si ça marche bien. Donc je vais vous présenter l'autrice. Tac. Donc ça c'est Sophie Lambda, elle est illustratrice depuis une dizaine d'années, mais cette bande dessinée c'est sa première bande dessinée. Elle a mis plusieurs années pour la faire. Dans sa bande dessinée, elle parle d'un autre projet qui n'est pas terminé, sur lequel elle a commencé à travailler. Mais elle a fait beaucoup d'illustrations pour de la presse, dans Spirou, ou alors en ligne sur Mademoiselle, et pas mal de communication aussi pour des marques visuelles en ligne ou avec une agence de com. Donc voilà, c'est une illustratrice qui fait pas mal de choses. Je vais vous mettre quelques planches, mais avant peut-être d'en parler, je rappelle pour ceux qui arrivent et qui se connectent que vous pouvez poser des questions, soit là en direct pour que je vous réponde et qu'on échange autour de l'album, soit directement des questions que vous voulez qu'on pose à l'autrice pour son interview. Donc vous pouvez faire ça aussi. Et donc pour vous mettre dans le bain, j'avais envie de vous proposer une petite lecture d'une page de l'album. Donc je vous mets la lecture. Tac, c'est parti. Il était le gif de l'outre de mon feed Twitter, le hashtag CoupleGold de mon Instagram, le mois premium gratuit de mon Amazon, le pot de Nutella de mon panier de légumes bio, le sucre raffiné de mon smoothie détox, le cheat meal de mon régime sans gluten.
les graines de chia de mon Instafood, le Netflix de mes soirées pluvieuses. Wow. Bon, ok, je fais une pause là, parce que je vais te dégueuler. Hey, on est là! Comment ça va, vous? Vous avez aimé cette magnifique scène d'amour fusionnel? C'est beau, hein? Comme vous vous en doutez, la suite ne s'est pas passée exactement comme prévu. Hey, spoiler alert! Oui, bon, je sais, je gâche le suspense avec le titre déjà. Mais honnêtement, seriez-vous en train de lire mon histoire si elle était idéale? Boring! Donc voilà, pas trop de spoil de ce côté-là, parce que c'est vraiment le début de l'album, c'est l'introduction. Donc ça permet de mettre dans le bain à la fois de voir un petit peu de quoi ça va parler et un petit peu de connaître un peu l'humour de l'autrice. Je vous mets encore quelques planches pour changer de mon visage. Donc je disais, c'est une histoire vraie, donc elle raconte Sophie Lambda, c'est un pseudonyme, mais donc les noms sont changés, mais à part ça, tout ce qu'elle raconte en fait c'est inspiré d'une histoire vraie. Et donc elle va piocher dans son expérience pour la traduire dans quelque chose de plus universel. Et donc on a l'idée dans l'album, en fait elle fait pas mal de métaphores graphiques, il y a des dessins symboliques, il y a des analogies. Donc c'est assez bien fait parce que de son expérience personnelle, elle essaye de tirer ça vers quelque chose de plus global. Donc l'album joue vraiment sur les deux côtés, plutôt marrant, émouvant, et plutôt entre situation réelle et situation analogique ou métaphore graphique. Donc ça c'est pas mal. Dans l'album on trouve beaucoup de références à la pop culture. Donc ça, évidemment ça participe de l'humour du livre. Mais elle a choisi de mettre en scène un animal qui représente sa conscience ou son moi intérieur sous la forme d'une peluche, un ours qui s'appelle Chocolat. Donc il est présent dans la bande dessinée, ce qui permet en fait de faire un dialogue. Donc au lieu qu'elle raconte ses pensées ou que ce soit de l'introspection ou de la voix off, il y a un vrai dialogue avec ce personnage d'ours qui est un ours alcoolique en plus, donc il y a tout un jeu. Pour ceux à qui ça parle, qui ont vu le film de Seth MacFarlane, ça ressemble un peu à Ted, ça fait penser à ça, cette peluche un peu déjantée bon là dans le film qui le tire vers le mauvais chemin, mais dans Tant pis pour l'amour, qui justement essaie de la rassurer ou qui essaie de la conseiller. Donc avec cet ours chocolat, dont en fait là je mets un extrait, en fait on peut voir sur son site internet perso, elle met des bonus à la bande dessinée, donc il y a l'histoire de l'ours, pourquoi elle a choisi cet ours et qu'est-ce qu'il fait là, etc. Donc ça je vous invite à aller voir aussi, si vous avez lu l'album, vous pouvez aller prolonger ça sur son site internet. Et donc avec cet animal totem, elle va échanger et ça va lui permettre de faire le point, et nous, lecteurs, ça va nous permettre aussi de mieux digérer tout ce qui est en train de se dire. Et du coup, j'avais envie de vous parler d'autres bandes dessinées. Ça me faisait penser, je ne sais pas si vous l'avez lu, à Goupil-ou-Face de Lou Luby, là qui est aussi une bande dessinée autobiographique où un animal est pris aussi comme animal totem pour incarner la conscience. Donc là, Lou Luby raconte que ses troubles, en fait, elle est bipolaire, elle a des choses comme ça. Elle raconte un peu son parcours, comment elle s'en aperçoit, qu'est-ce que ça lui fait. Et il y a une espèce de renard qui incarne ça, qui est son espèce de conscience, et il va l'aider ou qui va commenter l'action. Donc on est un peu dans le même esprit. Et toujours dans la même idée, il y a L'année du crabe d'Alice Baguet, et qui là aussi le cancer, elle parle de sa lutte contre le cancer, de tout ce qui lui est arrivé, de sa guérison, etc. Et qui est ce cancer qui est symbolisé sous la forme d'un crabe, qui là aussi discute avec elle, fait de l'humour, etc. Et il y a un jeu entre les deux, vraiment un ping-pong entre les deux. Et donc ouais, Paul, je te conseille bien de lire Goupil-ou-Face, c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment aussi drôle, aussi bien écrit. Il y a vraiment quelque chose de super dans cet album-là. Donc je le conseille aussi. Et du coup, ça m'a fait penser à ces albums-là. Alors évidemment, ils ne parlent pas du tout de la même chose. C'est pas la même thématique, puisque Tant pis pour l'amour,
C'est vraiment, vraiment sur les manipulateurs et après les pervers narcissiques, enfin toutes les sous-catégories, elle l'explique bien dans le livre, en fait, tout le champ que ça couvre. Et donc, je vous remets une petite planche. Et donc, en fait, donc voilà, c'est pas sur le même sujet. Mais en tout cas, c'est d'autres albums qui ont utilisé le même dispositif avec ce personnage un peu métaphorique. Ah oui. Donc voilà, je voulais vous dire aussi, donc pour ceux qui prennent la vidéo en route, là on a déjà 10 minutes de live, je voulais dire que vous avez la possibilité de poser vos questions à l'autrice pour l'interview vidéo que vous retrouverez la semaine prochaine. Et je rappelle aussi qu'en fin de live, on fera un petit quiz sympa autour des personnages de Tant pis pour l'amour. Et vous aurez aussi l'interview vidéo de Boulet et Hossein pour Bolshoi Arena à partir des questions que vous avez posées la semaine dernière. Donc voilà, donc ça sera en fin de vidéo. Donc je reviens, tac. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous présenter. Donc je parlais en fait des deux facettes aussi de la bande dessinée, donc la partie autobio et aussi la partie un peu plus, on va dire, documentaire. Je vais vous mettre un exemple aussi à l'écran. Donc en fait, dans l'album, elle a mis plein de choses en fait qui sont inspirées de ses lectures, on va dire, de littérature scientifique ou d'experts. En fait, il y a des psychologues, il y a des docteurs. Elle s'est beaucoup documentée. Elle met à la fin de l'ouvrage une bibliographie. Et en fait, elle retranscrit dans l'album plusieurs choses en fait intéressantes. Par exemple, là, il y a des critères pour savoir, pour identifier un manipulateur, en disant si on coche tant de cases, on a affaire à une personne de ce profil-là. Elle donne aussi des techniques en fait pour les détecter, pour s'en prémunir. Elle donne aussi des techniques aussi pour des techniques qu'ont les manipulateurs pour s'adapter. Elle parle de caméléon, elle parle de plusieurs phases en fait, etc. Donc tout ça est assez documenté et retranscrit visuellement, donc c'est assez sympa. Et donc en fait ça donne vraiment un autre souffle à la BD, en plus de son histoire personnelle. Vraiment il y a un côté plus collectif et plus global. Et du coup, c'est ça qui rend ce livre assez particulier, et je pense qui a fait son succès de fin d'année, au-delà du thème traité qui n'a pas été traité avant en bande dessinée, et qui a l'air d'être moins traité. J'ai fait un peu des recherches sur Internet pour regarder un petit peu s'il y avait beaucoup de livres sur la question, ou beaucoup de choses comme ça. C'est quelque chose qui est encore pas trop médiatisé et pas trop connu, donc tout ce qui est sur les manipulateurs. Et donc voilà, cette BD, je pense qu'elle a marché parce que grâce à son expérience personnelle et au talent qu'elle a mis dans l'album pour le retranscrire visuellement, ça a fait découvrir un peu une nouvelle facette de la psychologie. Donc voilà, ça je trouve que c'est très intéressant. Et j'avais fait sur Bubble, en fait, vous savez que sur Bubble, il y a des chroniques et il y a des dossiers. Et j'avais fait un dossier avec pas mal de bandes dessinées sur le féminisme et tous les livres un peu associés en mars, autour de la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars. Et donc j'avais parlé de ce livre, il est dans la liste, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y a une critique rédigée, en plus du live, en plus du conseil qu'on fait en direct. Et il y avait d'autres livres, et donc des livres de Liv Stromquist. Il y avait pas mal de choses intéressantes aussi. Je vous conseille de regarder aussi Séducteur de rue, qui est dessiné par Léon Marais, et qui est adapté d'un ouvrage aussi, d'une thèse. Et là aussi qui parle des séducteurs de rue qui ont des techniques, qui se regroupent, etc. Et il y a pas mal de choses en fait pas qui ressemblent, mais qui font écho à cette lecture de Tant pis pour l'amour. Donc voilà, donc je voulais vous conseiller ça, donc n'hésitez pas à aller voir donc sur Bubble, vous avez pas mal de choses dans les dossiers et dans les chroniques pour compléter cette vidéo. Et donc voilà, et aussi je voulais vous dire, si dans les commentaires aussi vous voulez donner des idées d'autres auteurs à inviter pour faire des émissions comme ça live autour de leur travail. Voilà, comme ça on présente l'album, on décortique un peu, on peut répondre aux questions. Et comme pour Sophie Lambda que vous avez choisi la semaine dernière, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des idées d'auteurs que vous voudriez voir en interview. Là pour l'instant l'idée c'était de prendre des albums assez récents pour les mettre un petit peu en avant.
Mais n'hésitez pas à mettre toutes les pistes que vous souhaitez, comme ça on pourra regarder. Moi j'ai déjà une petite liste de personnes à contacter. Du coup, je vais avancer comme ça, mais n'hésitez pas à mettre aussi des noms. C'est assez collaboratif, donc on peut faire ça ensemble. Donc je sais pas si vous voulez faire un petit quiz, si vous êtes prêts. J'avais mis quelques images. En fait, l'album, comme je disais un peu en intro, l'autrice se sert pas mal de la pop culture pour faire passer ses idées ou des notions un peu particulières liées au manipulateur ou à ce qu'elle a vécu. Et donc elle a fait comme ça plusieurs images assez sympas, et j'en ai retenu quelques-unes. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Il y en a des assez évidentes, donc peut-être celle-là, si vous arrivez à deviner. Donc j'ai coupé un peu pour pas mettre trop le texte, pour pas faire trop de spoilers, mais j'ai mis un peu l'image comme ça. Donc voilà, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous devinez quel personnage c'est. Je peux en mettre un deuxième un peu plus facile, un peu plus évident que le premier tout à l'heure. Un troisième aussi connu. Alors là on sort un petit peu des dessins animés et du graphisme, mais bon, on reste quand même pas mal dans la pop culture, avec quelque chose d'assez proche de nous. Tac. Et un dernier pour la route, aussi bien connu des fans de films d'animation. Donc je trouvais ça sympa, et ça permet de mettre des extraits aussi un petit peu différents, comme ça vous donne une idée de comment est fait l'album. Voilà, qui est plein comme ça. Elle alterne en fait BD avec le gaufrier classique, avec plusieurs cases, 6 cases, etc. Mais elle fait beaucoup aussi de pleines pages. Je l'ai mis peut-être au début, je vais vous remettre. Hop. Tac, je vais vous remettre ça. Oui, elle fait beaucoup aussi de pleines pages. Il y a pas mal de choses assez sympas avec l'utilisation des réseaux sociaux, parce que dans cette histoire, le téléphone est évidemment assez important, puisque dans notre époque moderne, la vie de couple, le téléphone a une grande place, et tout, quand elle a des soupçons et quand elle échange avec lui, etc., il y a pas mal de conversations par téléphone. Ça fait vraiment partie de la vie de couple, quoi. Et donc elle le met bien en scène dans son livre, donc ça c'est assez sympa. Et donc voilà, j'avais envie de vous montrer un tout petit peu ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'essaie de regarder les commentaires. Tac, je lis les commentaires. Ah oui, Louise Jour aussi, c'est vrai que c'est très sympa, on pourrait lui demander. Ouais, je vois qu'il y a plein de gens qui trouvent dans les commentaires. Oui, donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, comme ça je pourrais lui transmettre. Si vous avez d'autres idées, je vois qu'il y a des idées d'auteurs qui apparaissent là dans les commentaires. Continuez à en mettre d'ici la fin de vidéo. Je vais vous mettre là la vidéo de Boulet et Hassen qui répondent à l'interview de la semaine dernière avec vos questions. Et donc c'est parti, je vous retrouve juste après la vidéo. Tac. C'est-à-dire que ce que j'ai en tête pour Bolchoï, c'est vraiment l'histoire de l'univers du Bolchoï. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer un univers complet, et dont finalement Marge et Dana ne seraient que, les guides. Et on suivrait l'histoire de Marge et Dana parce que c'est une histoire intéressante, mais qui servira aussi à présenter cet univers plus global. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais une idée pour mon histoire avec Dana et Marge. Et j'ai un peu bluffé dès le cours, c'est-à-dire, enfin, j'ai pas bluffé parce que c'est un bien grand mot, mais je voulais être sûr qu'on signe pour plusieurs albums. Je voulais éviter qu'il y ait le genre de situation où le premier album marche pas, bah tant pis, on laisse tomber, il y aura jamais de suite. Et donc je me suis dit, le minimum d'espace qu'il me faut pour raconter une histoire intéressante, c'est 3 tomes.
C'est vraiment le strict minimum. J'aurais du mal à m'en sortir avec 3 tomes, mais je peux le faire. Et donc j'ai dit, je veux qu'on le fasse en minimum 3 tomes. Parce que je savais que si je disais minimum 5 tomes, il allait me dire, bah non, 5 tomes c'est beaucoup comme engagement, faisons-en déjà quelques-uns et on verra après. Et donc 3 tomes il a accepté, et une fois qu'on a vu que le premier tome marchait bien, j'ai dit, bon, je préférais le faire en 5 tomes. Alors improvisation non. De liberté oui par contre complètement. Je m'en affranchis de plus en plus au fur et à mesure que je fais Bolshoi Arena. Je respectais assez scrupuleusement au départ. Puis là à la fin du tome 2, puis là j'ai commencé le tome 3. Maintenant j'ai pris pour habitude un peu de me réapproprier assez régulièrement, pas par principe mais par réflexe. Les cadrages et les compositions, etc. Surtout que le carnet de Boulet a pas du tout les mêmes formes, mêmes dimensions que les pages de la BD, donc il peut se permettre des cases, des formats de cases qui moi m'arrangent pas en fait par rapport à la maquette, et donc je me retrouve souvent obligé de les plancher à l'horizontale. Voilà. C'est devenu quelque chose que je fais tout le temps. Mais je respecte ce qui se passe et je respecte le scénario, mais c'est juste la mise en scène qui change un petit peu quoi. Je pense que avant de penser à exploiter tout cet univers et aller ailleurs, il faut que je me concentre sur l'histoire et que j'essaye de la faire la plus solide possible. Et après, si l'histoire en elle-même convainc, et si on se dit bah oui, c'est un univers chouette, il faut continuer, là, à ce moment-là, ouais, éventuellement, je pourrais partir sur autre chose. De toute façon, pour moi, c'est un peu comme un univers un peu comme pour Donjon, où il n'y a pas nécessairement de début et de fin. C'est-à-dire que même si tout à coup, au bout de 10 tomes, je terminais l'histoire par le Bolshoi est détruit et ça n'existe plus, ça n'empêcherait pas de revenir en avant dans le temps et de faire une autre histoire. Pour moi, il y a une sorte de chronologie globale dans ma tête. Et je pourrais faire des histoires qui se passent avant et après, etc. Mais pour le moment, je veux me focaliser sur cette histoire-là. Le design, j'ai pas vraiment de direction artistique propre, on va dire. J'utilise un peu de 3D pour les vaisseaux, pour qu'ils aient une espèce de structure un peu solide, quand même, que je redessine et que je me réapproprie pas mal. Mais sinon, c'est un peu de l'écriture automatique quand je fais de la SF, c'est-à-dire que je fais des designs qui font SF. Comme je suis pas un gros fan de SF à la base, j'ai pas beaucoup de références visuelles spécifiques. J'essaye de faire en sorte que ce soit crédible pour le lecteur, en fait. On voit où on est, que les vaisseaux, les bases, les armes, les personnages aient une réalité soit tangible, en fait, pour l'histoire, pour qu'on y croit. Mais sinon, c'est un peu ma seule contrainte que je m'impose. J'avais vraiment cet univers dans la tête que je voulais exploiter. Et ce qui me manquait en fait pour le faire plus tôt dans mon travail, c'est un peu le courage. C'est-à-dire j'avais peur de me lancer sur un projet qui allait m'engager pour 4-5 ans, voire plus. Moi j'aime bien papillonner dans mon travail, et vraiment je pense que ça se sent dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que un jour je fais une illustration, le lendemain je fais une petite BD pour le blog, le surlendemain j'écris le scénar pour quelqu'un d'autre, et j'aime pas l'idée d'être assis à mon bureau pendant 10 ans pour bosser sur une série. Et donc Bolshoi, j'avais ce projet depuis des années dans la tête, mais le truc qui me manquait c'était comment je le fais pour que ça me bouffe pas tout mon temps. Et finalement le confier à quelqu'un d'autre a été la solution. Je travaille à la tablette graphique, à la Bamboo. Donc c'est une tablette Wacom format A5 qui est reliée à mon PC, et je dessine avec un stylet. Pour le dessin et pour la couleur. Je dessine les 160 pages en noir et blanc avec la trame, et ensuite la couleur. Alors, le tome 1 c'est moi qui ai fait la couleur, et le tome 2 un coloriste a fait 99% de la couleur. Je suis passé un petit peu après pour corriger certaines teintes, certains ombrages. Comme mon dessin n'est pas toujours très clair dans le détail, il y a des zones qu'il avait un peu loupées, parce que c'est effectivement pas très lisible ou compréhensible, donc voilà. Donc je corrige ça un petit peu à la marge à la fin, mais c'est lui qui a fait le gros du boulot,
Et pour le coup, j'ai essayé de lui envoyer au fur et à mesure les planches. Alors que pour le tome 1, j'ai fait 160 pages en noir et blanc et après 160 pages en couleur. Non, j'essaye de bosser 5 à 6 heures par jour dessus quand je peux au maximum. Ce qui est bien, c'est que je suis devenu plus efficace avec le temps. Et que du coup, je passe moins de temps pour faire autant en termes de quantité de pages qu'avant. Donc c'est assez bien. Ce qui fait que même si je travaille moins longtemps dessus, ça me fait pas trop baisser mon rythme. Enfin, voilà, j'ai commencé le 3, je suis en zone de confort total, quoi. Il n'y a plus grand chose qui me pose problème en termes de représentation, en termes de dessin. Donc du coup, je pense que quand j'arrive à ce stade-là, je sais que je vais aller dans d'autres destinations graphiques. Et peut-être qu'il y aura des choses nouvelles que je vais ajouter au 3 tout en gardant une ossature assez solide, au style Bolshoi aérien. Je travaille beaucoup à l'envie et à la panique. C'est-à-dire quand j'ai du temps, quand je suis un petit peu libre, je travaille vraiment à l'envie. C'est-à-dire je vais écrire un petit peu, puis après je vais faire un dessin, et puis après je vais travailler sur une page commencée, jamais finie. Et c'est un peu le bordel. Et puis après vient le moment où je suis en retard sur un projet, et là ça devient la panique et je bosse, j'arrête tout et je bosse à fond sur un seul truc. C'est ce que j'ai fait là le mois dernier où j'ai avancé à fond sur Donjon. Parce que j'ai un autre gros projet qui arrive derrière et j'avais peur d'être coincé. Et donc là, j'ai passé quasiment un mois de confinement à bosser uniquement sur Donjon tous les jours. Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, j'arrêterai Bolshoi et je ferai autre chose et je reprendrai après. Ou alors je ferai les 5 d'un coup, ça dépend si j'arrive à tenir. Pour l'instant, ça va, j'en ai pas par-dessus la tête. Donc je continue. Ça dépendra beaucoup de Léo. Hein. Moi, j'ai pas encore fini le scénario du tome 3 parce que je l'ai mis un petit peu en pause le temps que Léo démarre le dessin. Donc là, moi, j'ai la moitié du scénario, j'ai la moitié du tome 3. Donc là, je dois terminer Donjon, c'est-à-dire j'ai terminé le dessin, mais il faut encore que je fasse toute la mise en couleur des 46 pages. Que je vais commencer cette semaine normalement. Et après, là, c'est un projet dont je peux pas encore trop parler, mais j'ai un projet d'album avec les États-Unis. Je bosse pour un éditeur, enfin je bosse avec un éditeur américain et avec un copain avec qui j'ai déjà fait un livre jeunesse qui s'appelle Zach Weiner-Smith, le copain, pas le livre. Le livre s'appelait Oggy and the Green Knight. Et là on fait une bande dessinée pour enfants. C'est-à-dire c'est vraiment une bande dessinée destinée à être lue avec les parents. C'est vraiment limite pour les enfants qui savent pas encore lire ou qui lisent pas bien. Et donc c'est une BD avec des très grandes cases, avec beaucoup d'illustrations en pleine page, mais qui va être un bouquin assez colossal, c'est-à-dire il fait 160 pages. Et on le commence à peine, là je suis sur les storyboards. Et donc ça va être un gros projet là pour 2020, c'est-à-dire je vais vraiment bosser que là-dessus toute la deuxième moitié de 2020, parce que je dois le rendre au début 2021. J'étais censé commencer il y a à peu près un mois, mais je sais pas, il y a eu le confinement, ça m'a démoralisé et j'étais incapable de dessiner ou de me mettre au travail, ça m'a complètement tétanisé. Et j'y suis revenu un petit peu à côté en dessinant pour moi, etc. Puis là j'ai fini par m'y remettre de manière un peu plus sérieuse. En fait le truc aussi c'est qu'une fois que je me mets à Bolshoi, je sais que je peux faire plus que ça et ça m'obsède. Et je pense que je voulais aussi un peu décaler ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence Bolshoi, je vais penser qu'à ça et ça va devenir mon but premier dans l'existence. Et donc voilà, je sais que je me mets dans un état, je suis très impliqué dans ce que je fais et je pense qu'à ça. Même quand je le dessine pas, je pense après à comment je pourrais dessiner la suite. Donc voilà, ça requiert un niveau de pensée assez élevé et je pense que je voulais inconsciemment décaler ce moment où je replongerai dans la drogue. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'était une longue interview avec eux
On a eu la chance qu'ils aient bien voulu répondre à toutes les questions. Ce qui est cool, alors je vois que Paul t'a mis, c'est quoi la petite couverture en bas à droite? En fait, c'est une couverture alternative parce que les Bolshoi Arena ils sont sortis une première fois avec des couvertures souples qui s'enlèvent avec le logo sur la jaquette et plein de pages d'illustrations. Et après, la seconde édition, elle a une couverture cartonnée classique sans jaquette et du coup, c'est cette édition-là que j'ai mis. Donc voilà. Ah bah, merci pour l'interview. J'ai utilisé plusieurs de vos questions, donc c'est pour ça que je dis, même pour Sophie Lambda, n'hésitez pas à mettre vos questions, comme ça moi ça me nourrit pour lui poser des questions et aussi je réponds aux questions que vous avez envie de voir. Par rapport à ce que vous avez posé pour la semaine dernière, ils ont répondu à pas mal de questions et il y avait deux choses à souligner. La première, c'est que ça sera bien en 5 tomes. Dans le live de la dernière fois, on parlait de 3 tomes, puisque c'était les 3 tomes annoncés. Mais en fait, donc Boulet et Hassen expliquent qu'en fait, ça sera 5 tomes. Ils ont eu l'accord de l'éditeur pour prolonger. Et donc, le 3e tome qui arrive ne sera pas la fin. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Et la deuxième exclut un peu de l'interview. Boulet nous raconte aussi son prochain album qu'il va faire, un album jeunesse, grand format, en BD de 160 pages. Donc là, ça donne assez envie, donc c'est plutôt chouette. Ils ont bien joué le jeu. Donc je les remercie beaucoup de s'être prêtés au jeu pour le premier live. Et donc là, pour la suite, justement, comme c'est un premier live, n'hésitez pas si vous avez des retours, même sur la façon de faire le live, si vous voulez voir des choses en particulier, si vous voulez qu'on parle d'autres nouveautés, si vous voulez qu'on parle de Bubble, si vous avez des remarques même techniques sur ce que je vous montre. La semaine dernière, vous avez été plusieurs à me faire des commentaires sur la vidéo qui saccadait, etc. Et du coup, j'ai pu travailler dessus cette semaine et là, ça a l'air chouette. Ça a l'air de mieux marcher. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez toutes ces idées-là, nous, ça nous aide à construire et à améliorer. Comme ça, un live, c'est participatif. Et comme c'est les premiers, on n'a pas la formule magique. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner des idées, à nous donner des retours. Là, c'est super. Ce que je peux lire dans les commentaires, en tout cas, là, déjà, ça m'aide pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, on va conclure ce deuxième live. Donc autour de l'album Tant pis pour l'amour. Donc voilà, j'ai essayé de sans trop en dire, sans trop faire de gros spoilers, même si là c'est pas une intrigue classique, il n'y a pas de cliffhanger ou il n'y a pas d'enquête, etc. On a un peu l'idée, puis de toute façon elle le dit même, vous l'avez vu dans la lecture au début, on a une idée de quoi ça va parler. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre, comme j'espère que le premier live vous a donné envie de lire Bolshoi Arena. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter sur Bubble ou en commentaire ici pour nous donner vos retours et vos idées. Et je vous souhaite une bonne soirée et profitez bien de ce long week-end. À bientôt!